Bonjour, bienvenue dans la série sur les étoiles. Donc maintenant nous allons voir comment se produit l'évolution de l'étoile, sa vie. Et dans cette phase-là, l'étoile va consommer son carburant nucléaire. Donc si la masse de l'étoile est petite, plus petite que de l'ordre d'un dixième de la masse du Soleil, à ce moment-là, la compression du cœur est plus faible, puisque la masse de l'étoile est plus faible et la compression ne va pas suffisamment loin. La température augmente et la pression due à la température est suffisante pour maintenir l'équilibre. La température ne peut donc à ce moment-là pas allumer les réactions thermonucléaires, du moins de l'hydrogène. Si la masse est inférieure à 1/100e de la masse solaire, c'est à la limite, alors là, rien ne se passe. Pas de réaction nucléaire du tout. Simplement, le cœur est chaud, mais de manière très insuffisante. C'est une température inférieure au million de degrés. C'est un peu comme une grosse planète. Elle va rayonner dans l'infrarouge, dû à la chaleur, due à la compression, et puis c'est tout. Une planète comme Jupiter, qui est une énorme boule de gaz, émet d'ailleurs encore, même après des milliards d'années, émet encore du rayonnement infrarouge, dû à sa chaleur interne, dû à cette compression. Donc ça peut durer assez longtemps, et Jupiter rayonne plus de rayonnement infrarouge qu'elle ne reçoit de chaleur du Soleil. Le Soleil qui est d'ailleurs loin pour Jupiter. Entre les deux, donc entre 1/100e de masse solaire et 1/10e, la chaleur est insuffisante pour allumer l'hydrogène, de l'ordre de 1 à 2 millions de degrés. Mais c'est suffisant pour provoquer la fusion du deutérium. Nous l'avons vu, le deutérium est un combustible beaucoup plus efficace. C'est celui que nous utilisons pour la fusion dans les bombes ou la fusion contrôlée sur Terre. Et 1 ou 2 millions de degrés sont suffisants pour provoquer la fusion du deutérium. Toutefois, le deutérium, dans la nature, il y en a peu. Ce n'est qu'une petite fraction, moins d'1%, de l'hydrogène. Et donc, la combustion va rester modérée, parce qu'il n'y a pas beaucoup de deutérium. Et elle sera relativement courte, puisqu'il y a peu de combustible. Donc, peu de chaleur dégagée, et cette petite étoile va surtout rayonner dans l'infrarouge. On parle alors d'étoiles ratées, parce que la réaction thermonucléaire de l'hydrogène ne s'est pas enclenchée. On parle aussi de naines brunes. Elles sont donc quand même classées dans les étoiles, parce qu'il y a quand même de la fusion thermonucléaire, mais du deutérium. Et elles ont une assez courte durée de vie, le temps de brûler le peu de deutérium qu'elles ont. Lorsque la masse dépasse 1/10e de la masse solaire, alors la température au centre, lors de la compression, devient suffisante que pour enclencher la combustion thermonucléaire de l'hydrogène, selon les processus que nous avons vus. Et l'hydrogène, là, est important. C'est 75% de la masse, donc ça permet d'avoir beaucoup d'énergie, et pendant longtemps. On l'a vu, la durée est très longue, des milliards d'années, notre Soleil vivra plus de 10 milliards d'années, et ça la forme la séquence principale dans le diagramme HR. Plus une étoile est massive, et plus la compression est élevée, plus la température est élevée. Et comme la température baisse du centre vers l'extérieur, si on a une température très grande, le cœur, avec une température suffisante pour la fusion, augmente en taille. Et donc, une étoile très massive va consommer beaucoup d'hydrogène, parce que là, le cœur est plus gros, et parce que la température est énorme, et donc accélère les réactions thermonucléaires. De plus, cette combustion très importante va aussi chauffer le cœur, ce qui donc augmente encore la taille de ce cœur, qui est donc particulièrement important pour les étoiles très massives. Ce qui veut dire aussi qu'une étoile très massive va consommer énormément d'hydrogène. Notons d'ailleurs que cette combustion très importante est nécessaire, parce que la masse de l'étoile est gigantesque. Pour un rayon double, son volume et donc sa masse est 8 fois plus élevé. Il faut retenir ce poids gigantesque, et donc il faut une pression de radiation énorme
pour avoir l'équilibre et donc consommer beaucoup d'hydrogène. Les conséquences de ça, c'est que pour une étoile très massive, la température est très très grande, et y compris en atteignant la surface, ce qui donne des géantes bleues. Température très grande veut dire aussi luminosité en surface, veut dire aussi luminosité très grande. De plus, la surface est très très grande, donc ces étoiles sont particulièrement brillantes. On en voit plusieurs dans le ciel, à l'œil nu. Et, comme je l'ai dit, il brûle très vite l'hydrogène. Une étoile qui fait 100 fois la masse du Soleil ne vit que de l'ordre d'1 million d'années. C'est peu, parce qu'elle brûle très vite. La durée, on peut la donner par une formule approximative, je vais vous la donner, c'est une petite formule, vous n'êtes pas obligé de la retenir. Si la masse est faible, c'est environ 40 milliards fois la masse du Soleil divisée par la masse de l'étoile exposant 4. Et si la masse est grande, c'est de l'ordre du milliard fois la masse du Soleil divisée par la masse de l'étoile au carré. Ce qui vous donne une formule approchée pour calculer la durée de vie d'une étoile. C'est des formules approchées. Une autre chose joue sur la vie de l'étoile, c'est sa composition initiale. On en a parlé avec l'existence des éléments dits lourds, comme le carbone. Les étoiles récentes, comme notre Soleil, l'univers a environ 13,6 milliards d'années, notre Soleil n'a que 4,5 milliards d'années. Il a donc vécu pendant environ un tiers de l'histoire de l'univers. C'est une étoile récente. Elles sont dites de population 1, parce que ça a été les premières étudiées, forcément, notre Soleil en fait partie. Et donc, ces étoiles contiennent jusqu'à 2% d'éléments lourds, parce que les nuages de gaz ont été fortement enrichis par des explosions d'étoiles passées. Et les vieilles étoiles, petites, parce que quand elles sont très vieilles, comme elles brûlent vite, si les massifs brûlent vite, forcément, elles n'auront pas eu le temps de vivre jusqu'ici. Donc les très vieilles étoiles, petites étoiles, en contiennent très peu d'éléments lourds. On parle d'étoiles de population 2. Les éléments lourds sont beaucoup plus opaques au rayonnement. Et vers 1 million de degrés, c'est surtout le carbone, l'oxygène, l'azote et le néon qui vont retenir le rayonnement. Et donc, ça veut dire que le cœur, tout comme l'enveloppe, vont être beaucoup plus chauds parce qu'ils vont avoir tendance à retenir le rayonnement. De plus, on a vu que la présence de carbone facilite les réactions thermonucléaires. Et donc, l'évolution peut être différente en fonction de la composition chimique. Typiquement, l'évolution d'une étoile est fonction de sa masse et de sa composition initiale. Ces deux choses étant fixées, on connaît son évolution. Le voisinage n'influe pratiquement pas. La présence d'une autre étoile à côté n'influe pratiquement pas, sauf parfois en fin de vie, mais vraiment en fin de vie. Nous y reviendrons. Tout se passe donc bien pendant des millions d'années pour les très grosses étoiles, des milliards d'années pour des étoiles de type solaire, et puis à un moment donné, l'hydrogène est épuisé. Il a été transformé en hélium progressivement, et puis il n'y en a plus. Alors c'est surtout dans le cœur. Et ça, l'étoile va pouvoir consommer, grosso modo, environ 12% de son hydrogène. L'hydrogène de l'enveloppe étant intact. Et là, plus d'hydrogène, plus de réaction thermonucléaire. Ça veut dire qu'au moment où ça commence à baisser, la pression de radiation va diminuer, et donc l'étoile n'est plus en équilibre. Elle va commencer à se contracter, ce qui provoque une augmentation de température du cœur. Ça va jusqu'à, pour une étoile de taille suffisante, ça sera le cas de notre Soleil, la température montera jusqu'à 100 millions de degrés dans le cœur. Et à ce stade-là, l'hélium peut commencer à fusionner. À 100 millions de degrés, les noyaux peuvent
suffisamment se rapprocher pour fusionner. Notons que l'étoile s'est comprimée, donc la densité de matière y est plus grande. Et de plus, la température est énorme, 100 millions de degrés. Ce qui veut dire que les réactions sont très rapides. Elles se produisent très vite. Et donc il y a un fort flux d'énergie qui est émis à ce moment-là. Ce flux très puissant va provoquer un gonflement de l'étoile. C'est comme si on soufflait à l'intérieur d'un ballon. L'enveloppe de l'étoile va alors grossir, alors que le cœur, lui, s'est ratatiné. En arrivant en surface, ce flux d'énergie va provoquer une augmentation de la luminosité. Le phénomène est assez brutal. On voit brusquement une augmentation de luminosité de l'étoile. Les astrophysiciens appellent ça le flash de l'hélium, puisqu'il est dû au fait que l'hélium a commencé à fusionner dans le cœur. Le rayon de l'étoile a augmenté, puisque l'étoile a gonflé, et donc le gradient de température, la baisse de température jusqu'à la surface, est plus importante. Et de plus, la surface de l'étoile augmente. Tout ça concourt à faire que la température de la surface diminue de manière assez conséquente. Et la couleur de l'étoile change, à plus basse température, elle devient alors une géante rouge. Une géante puisqu'elle a gonflé. Si on regarde notre Soleil, son évolution, il a vécu à peu près la moitié de sa vie. Et dans 5 milliards d'années environ, il atteindra le flash de l'hélium, se mettra à gonfler de manière assez importante, et il avalera Mercure. Puis il avalera la planète Vénus. Et puis il avalera la Terre, à moins que les orbites se déplacent un peu, il se peut que la Terre échappe tout juste. De toute façon, elle sera très proche de la surface de cette géante, et les conditions ne feront plus bon vivre sur la Terre à ce moment-là. Il faut espérer que si l'humanité est encore là, ce qui est quand même un peu probable, 20 milliards d'années, mais si on est toujours là, on aura trouvé des solutions à ça d'ici là. C'est très long, 5 milliards d'années. Très très long. Notre civilisation n'a grosso modo que 10 000 ans. Et la civilisation chrétienne, 2000 ans. Donc on est une civilisation très jeune. Et les durées astronomiques sont considérables. Considérables. On parle en milliards d'années, alors que quand on parle de l'histoire, on parle en décennies, en siècles. Les géantes bleues, qui sont déjà grosses au départ, ces étoiles très massives, passent aussi par ce stade de flash de l'hélium, se mettent aussi à gonfler, et donc elles deviennent ce qu'on appelle des supergéantes rouges. Elles peuvent faire jusqu'à 200 fois la taille du Soleil. Ces supergéantes rouges, quelques-unes sont visibles à l'œil nu, comme Antares ou Betelgeuse. Notons que la gravité, la force de gravité, diminue avec le carré de la distance. Si vous doublez une distance, la gravité entre les corps est 4 fois plus faible. Comme l'étoile a gonflé, mais a toujours la même masse, ça veut dire que la gravité à sa surface est plus faible. De plus, comme elle a gonflé, le gaz y est plus ténu, la densité a diminué. Et donc, ce gaz ténu, peu retenu par la gravité, peut facilement être éjecté. Il va être éjecté par le flux de radiation et par la température. Et ce qui veut dire que les géantes rouges ont un très puissant vent solaire. Ils forment ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, une masse de gaz perdue par l'étoile. L'étoile, pendant toute cette phase, peut perdre jusqu'à 20% de sa masse. 1/5, c'est beaucoup. Elle perd 1/5 de sa masse. Voilà, alors, nous terminerons l'évolution de ces étoiles dans la prochaine vidéo en parlant de la combustion en couche. Je vous remercie.